24 janvier 2019, 24 janvier 2023, jour pour jour, nous totalisons 4 ans depuis que le président Félix-Antoine Tshisekedi était investi jusqu'à ce jour, c'est-à-dire depuis qu'il est président de la République. Et aujourd'hui, dans cet espace invité, nous allons échanger sur les bilans. C'est vrai, ce n'est pas la fin du mandat, mais il nous reste encore 11 mois. Il y a lieu de faire un bilan pour ces 4 ans de gestion sous Tshisekedi. Et pour mieux échanger avec vous, nous avons approché Samy Kayombo Mukanza, qui est analyste politique, mais également ministre honoraire, à qui nous disons bienvenue. Merci. Vous vous portez bien? Oui. Alors, la date d'aujourd'hui, 24 janvier 2023, nous totalisons déjà 4 ans. Oui. Quelle est la lecture que vous faites sur les bilans de la gestion de Félix-Antoine Tshisekedi? Je vais commencer par vous remercier pour l'occasion que vous m'accordez de pouvoir participer à cette émission ce soir. Je dirais que 4 ans après, le bilan du chef de l'État est relativement positif. Relativement positif parce que je parlerai de 3 points positifs et d'1 point négatif. Okay. Donc moi je trouve que le positif est majoritaire par rapport au négatif. Bon, ce qui est d'abord positif pour moi, c'est la volonté manifeste du chef de l'État de faire de la RDC un pays émergent. Et cela s'est traduit par différentes actions entreprises. Et la première action que moi j'ai notée, c'est la gratuité de l'enseignement. Le fait d'avoir décrété la gratuité de l'enseignement au primaire, pour vous, c'est un point positif? Oui. Mais il y a ceux-là qui pensent que cette gratuité n'a pas réussi. Bon. Enfin, je vais m'expliquer. Pour moi, c'est positif parce que la gratuité de l'enseignement, c'est un droit qui est reconnu dans notre Constitution, où il est dit que tous les enfants congolais ont droit d'aller à l'école primaire, de commencer au moins l'école primaire et de la terminer. Et c'est un droit qui est aussi prévu dans la Charte des Nations Unies, que notre pays avait ratifiée. Alors, vous savez mieux que moi que notre pays a passé plusieurs années sans que cette gratuité ne soit décrétée officiellement. Alors, rien que le fait de l'avoir décrétée, pour moi, je trouve que c'est positif. C'était une volonté manifeste de faire avancer les choses. Mais la gratuité de l'enseignement se trouve dans un axe stratégique que nous appelons l'accès. Parce qu'au fait, dans le programme de l'éducation, il y a 3 axes stratégique. Il y a la gouvernance, il y a la qualité et l'accès. Alors, par rapport à l'accès, nous avons l'accès géographique et l'accès financier. Alors, la gratuité voulait résoudre les problèmes d'accès financier qui se posaient dans la plupart des cas à plusieurs familles pauvres de ce pays. Alors, et étant donné qu'on a permis aux enfants d'accéder à l'école primaire sans payer, donc cela a facilité effectivement l'accès à beaucoup d'enfants congolais qui restaient à la maison. Et aujourd'hui, quand vous passez dans plusieurs écoles, vous avez une pléthore d'élèves. Puisque vous parlez de l'éducation, oui. Qu'en est-il de la qualité? Il y a gratuité d'une part, oui, nous sommes d'accord, mais quelle est la qualité? Quelle est l'évaluation que vous faites? Je vais y arriver. Okay. Donc, je parlais de l'accès. Alors, en dehors de l'accès financier qui a été résolu par la gratuité, nous avons aussi l'accès géographique. L'accès géographique se résout par la construction des écoles. Parce qu'au fait, il y a beaucoup d'enfants qui ne vont pas à l'école. Leurs villages sont situés loin des écoles. Et ce qui fait que même quand les enfants commencent à y aller, le fait de parcourir chaque jour plus de 10 km ou 15 km, au bout du compte, il y a beaucoup de cas d'abandon scolaire. Alors, en principe, l'accès géographique est en train d'être résolu à travers le programme de développement de 145 territoires. Parce que là, il y est prévu de construire des écoles. Alors, vous avez parlé de la qualité. La qualité, comme nous l'avons dit, c'est l'un des axes stratégiques de l'enseignement. Et dans la qualité, nous avons la construction des écoles de qualité. Nous avons aussi l'équipement de ces écoles.
équipement en pupitre, équipement en tableau. Est-ce que ça a été fait et aussi, durant ces mandats? Et aussi, puisque vous parlez des équipements, est-ce que ça a été fait? Équipement en matériel didactique. Mais toujours dans cet axe de qualité, nous avons aussi l'enseignant qui doit être bien formé et bien motivé. Alors, par rapport à la qualité liée au matériel, bon, comme nous avons dit, il y a des écoles qui sont construites par-ci, par-là. Même ici au Lolaba, nous en avons. Bon, l'équipement, c'est plus ou moins relatif. Il y a des écoles qui sont bien équipées. Il y en a d'autres qui sont en voie de l'être. Donc là aussi, je crois que c'est positif. Mais là où se pose le problème, c'est au niveau de la qualité. Et surtout en ce qui concerne la motivation de l'enseignant. Parce que aussi longtemps que l'enseignant n'est pas suffisamment motivé, cela signifie que le travail qu'il va produire ne sera pas un travail de qualité. Et c'est la raison pour laquelle nous notons depuis quelque temps des grèves à répétition, parce que les enseignants cherchent à réclamer leurs droits. Mais je crois que c'est un aspect qui peut aussi être résolu au niveau de chaque province. Et moi, j'estime que si le niveau national n'arrive pas à donner suffisamment de ressources à l'éducation pour motiver suffisamment les enseignants, les provinces peuvent aussi prévoir de donner des primes provinciales aux enseignants. Samy Kayombo, 4 ans de gestion, est-ce que ces régimes a-t-il rencontré les attentes de la population? Bon, peut-être avant de répondre à cette question, je voudrais dire aussi que ce que j'ai noté des positifs, c'est la volonté d'améliorer les infrastructures scolaires et même les infrastructures routières. Et cela se fait déjà à travers le programme de développement de 145 territoires. Bon, c'est vrai que c'est un programme qui est en train de démarrer, mais nous espérons que d'ici la fin de cette année, il y aura beaucoup de réalisations. Alors, j'ai noté aussi un aspect positif par rapport au domaine diplomatique. Il fut un temps où notre pays semblait être isolé sur le plan diplomatique. Nous allons y arriver tout à l'heure, mais nous voulons d'abord savoir, est-ce que les attentes de la population ont été rencontrées durant ces 4 ans de gestion? En partie. En partie parce que les attentes de la population sont nombreuses. Et pour rencontrer toutes ces attentes, il faut un temps. C'est un processus. Et je crois que ce n'est pas par un coup de baguette magique qu'on peut résoudre tous les problèmes. Et le chef de l'État, avec son gouvernement, avec les différentes provinces, ils vont progressivement. Je crois que ce pays connaît tellement de problèmes depuis son accession à l'indépendance qu'il faut du temps pour que la plupart de ces problèmes soient résolus. Est-ce que 5 ans, c'est assez suffisant ou c'est insuffisant pour satisfaire sa population? Parlons bien sûr du cas de la RDC. Bon, c'est suffisant pour commencer, mais ce n'est pas suffisant pour terminer. Alors, comme je l'ai dit, ce que nous avons noté des positifs, c'est d'abord la volonté. Bon, tant qu'il y a cette grande volonté, nous pouvons espérer que de bonnes choses pourront être réalisées. Et l'état de droit prôné par Félix-Antoine Tshisekedi, à ce jour, est-ce que cet état de droit a-t-il montré ses preuves? Bon, moi, quand je me réfère aux différents rapports qui sont publiés par les organisations de défense des droits de l'homme, je trouve qu'il y a une avancée positive. Certes que des fois, il y a des dérapages, parce que par-ci, par-là, nous apprenons qu'il y a telle personne qui a été arrêtée pour s'être exprimée contre telle autre personne ou contre le pouvoir en place. Mais d'une façon générale, aujourd'hui, je crois que on peut tenir certains discours contradictoires. Nous les suivons à la radio, nous les suivons à la télévision, sans être inquiétés. Et puisque vous pensiez que cet état de droit a montré ses preuves, si je vous ai bien saisi, a montré ses preuves, alors, selon vous, qu'est-ce qui a été fait durant ces 4 ans et qu'est-ce qui reste à faire? Bon, ce qui a été fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure.
Mais ce qui reste à faire, c'est ce qui est aussi plus important pour moi. Et moi, je dirais que ce qui reste à faire, c'est surtout le changement de l'homme congolais. Parce que dans ce pays, nous avons appris à faire des antivaleurs notre pain quotidien. Nous pensons que les antivaleurs font partie de notre nature et que cela est normal. Alors que tant que nous allons évoluer avec ces antivaleurs, rien ne pourra marcher. Et c'est là où le chef de l'État est en train de fournir des efforts pour que l'homme congolais soit transformé. Donc vous pensez que l'homme congolais s'est érigé un obstacle pour le décollage de ces régimes? Oui, vous savez mieux que moi qu'il y a beaucoup de projets que le chef de l'État a initiés, mais des projets qui n'ont pas pu aboutir parce que les animateurs de ce projet les ont mal gérés. Les ont mal gérés en détournant des fonds. Est-ce que ces projets ont été bien lancés selon la procédure congolaise, de la loi congolaise, voulais-je dire? Pour qu'on puisse parler de l'homme congolais, est-ce qu'on a respecté d'abord la procédure? Oui, Parce qu'on a vu le projet 100 jours oui. qui a été lancé par la présidence. Oui. Là, on a donné la raison en disant qu'il n'y avait pas un gouvernement. Oui. Mais il y a eu le projet lancé dans le Kasaï, qui est dirigé par les conseillers du président. Est-ce que la procédure a été respectée? Bon, peut-être pour ce cas-là, la procédure n'a pas été entièrement respectée. Mais si nous prenons le cas du programme de développement des 145 territoires, je sais qu'il y a un processus de passation de marché. Et ce processus semble respecter les principes universels de passation du marché. Donc nous pouvons dire que peut-être qu'au début, il y a eu des erreurs, des faiblesses dans le lancement de différents projets, mais aujourd'hui, le pays est en train de se ressaisir pour faire les choses telles qu'il les faut. Et qu'est-ce qui reste à faire? Bon, j'ai dit qu'il y a d'abord l'homme congolais qu'il faut changer. Tant que l'homme congolais n'aura pas été transformé, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ne pourront pas marcher. Le régime passé a accusé l'homme congolais. Actuellement, si on doit encore accuser l'homme congolais, finalement, on ne va pas avancer. Bon, c'est la raison pour laquelle... Que faire alors pour changer cet homme congolais? Oui, c'est la raison pour laquelle moi j'ai toujours dit que le changement devra commencer par notre système éducatif. Parce que l'homme se forge à partir de son enfance. Et sous d'autres cieux, c'est à partir de la maternelle, à partir de l'école primaire, que l'enfant apprend à être homme. Un homme responsable, un homme intègre, un homme compétent, un homme, je dirais, tout à fait positif. Alors que nous, dans notre pays, nous avons négligé le système éducatif, et ce qui fait que les hommes qui sortent de ce système, ou les produits qui sortent de ce système, sont des produits... Là, vous évoquez les faiblesses de l'éducation congolaise. Oui, je l'ai dit en passant que le budget qui est alloué au système éducatif de notre pays n'est pas conséquent. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de faiblesses dans ce système. Et je dois aussi dire que notre système éducatif est hérité de la colonisation belge. En fait, c'est un système francophone qui mise sur le développement de la mémoire. Alors que dans les autres pays anglophones qui ont un système d'éducation anglophone, on vise plutôt le développement de la créativité, le développement de l'analyse, et ce qui fait que vous avez deux produits au finish qui sont tout à fait différents. Et nous, dans notre pays, étant donné que les fonds que nous allouons à l'éducation ne sont pas conséquents, ce qui fait que même au niveau du savoir-faire, nous avons des faiblesses, et même au niveau du savoir-être, nous avons aussi des faiblesses. Et tant que cela ne va pas changer, tant que cela ne sera pas amélioré, donc nous aurons toujours des problèmes dans ce pays. Et puisque nous tendons vers la fin, parmi les promesses faites par le président Félix Tshisekedi lors de son accession au pouvoir, oui, il a promis d'améliorer les conditions de vie des Congolais. À ce jour, quel tableau établissez-vous par rapport aux conditions de vie des Congolais? Bon, je dirais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine pour que les conditions de vie s'améliorent telles que souhaitées par la population
tel que souhaité par le chef de l'État. Mais, comme nous l'avons dit aussi, c'est un processus. Nous y allons. Mais finalement, tout est un processus. Finalement, les mandats est en train de courir vers la fin. Et si nous devons rester dans des processus, vous ne trouvez pas que ça serait un mandat qui serait fini sans atteindre les objectifs que le président lui-même s'est assigné? Non, j'ai dit que nous avons déjà commencé. Il y a des choses qui ont commencé à être réalisées. Mais la réalisation est en cours. Il est vrai que 4 ans, c'est beaucoup, et 4 ans, c'est aussi peu. Vous vous souviendrez, vous conviendrez avec moi que durant les 2 premières années du mandat du chef de l'État, il y avait beaucoup de problèmes politiques au niveau de Kinshasa, où il y avait des tiraillements entre les différents regroupements politiques. Et le temps que les esprits puissent s'apaiser, bon, pour que finalement les choses commencent ou démarrent, donc on peut dire que de façon tout à fait effective, le chef de l'État a commencé à travailler au cours des 2 premières années. Enfin, deux dernières années, donc, je voulais dire. Les 2 premières années, c'était les années où il fallait mettre... C'était des années de tiraillement entre le FCC et le cash. Et si ces 2 premières années, c'était des années de tiraillement, que dire de ces 2 autres années gérées par l'Union sacrée? Bon, je crois qu'aujourd'hui, les choses se sont plus ou moins calmées. La tendance pour tout le monde, c'est de regarder maintenant dans la même direction. Et ce qui est une bonne chose, parce que tant que vous vous tiraillez, rien ne pourra marcher. Mais si, quelque part là, les esprits commencent à concorder vers la même direction, donc là, nous pouvons espérer aller de l'avant. Évidemment, il faut dire aussi que la situation de l'Est constitue quelque part là un autre blocage par rapport au développement de notre pays. Si ça ne tenait qu'à vous, pourriez-vous accorder un 2e mandat à ces régimes? Oui. Pourquoi? Bon, parce que c'est un régime qui a montré qu'il a une certaine volonté d'aller de l'avant, même si cette avancée de l'avant a connu un petit retard. Mais maintenant, là, nous avons l'impression que les choses ont tendance à décoller. Donc, nous pouvons encore accorder une deuxième chance. Le décollage, c'est fait 4 ans après. Non, j'ai dit tout à l'heure, là, qu'il y a durant les 2 premières années, c'était 2 années de tiraillement, mais que c'est au courant de dernières années que les choses ont commencé à plus ou moins à décoller. Et nous pensons que si nous accordons encore un autre mandat, les choses pourront très bien marcher. Et dans le 11 mois qui reste, parce que c'est pratiquement 11 mois, nous sommes au mois de janvier, jusqu'au mois de décembre, il nous reste pratiquement 11 mois. Oui. Et vous pensez que dans le 11 mois qui reste, on peut arriver à tout faire? Arriver à tout faire, non. Arriver à tout faire, non. Mais il y a beaucoup de projets prévus dans le programme de 145 jours qui pourront déjà être inaugurés avant la fin de l'année, parce qu'il y en a d'autres qui le seront en 2024. Merci, Sami Kayombo, ministre honoraire de l'Éducation et de la Santé et en même temps analyste politique. C'était un plaisir pour moi de vous recevoir. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cet espace invité du jour. Nous nous retrouvons très prochainement. Restez en compagnie de programmes sur Mikouba Radio et Télévision.